J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Bonjour à tous, je suis Reha Bouhlis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, @designermarocain au pluriel. Dans cet épisode, mon invité est Yassine Hemichen, un jeune designer au talent très prometteur. Passionné de bande dessinée et surtout de manga, Yassine a toujours été guidé par son instinct et son envie de transmettre des émotions pour construire sa carrière et trouver le moyen de concrétiser et réaliser ses dessins. Il aborde dans cet épisode le déclic ressenti lors du Tétouan Design Event, sa démarche de designer, son amour pour l'artisanat marocain et la contribution de la Galerie H au développement de sa notoriété. Il nous donnera son avis sur l'évolution du design au Maroc et apportera ses conseils pour emprunter la voie du design. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Yassine, je suis très ravie de t'avoir sur le podcast de Designer Marocain. Bonjour Rehab. J'aime bien commencer toujours par une petite question. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant ? Alors moi, quand j'étais petit, j'ai toujours voulu être. J'ai pas voulu, enfin, j'avais pas une vision précise de ce que je voulais être, mais ce que je savais, c'est que je voulais produire des choses que les gens vont vont consommer. Je veux dire des films, des bandes dessinées. C'était plus vers la bande dessinée. Alors, quand j'étais petit, je consommais beaucoup de mangas et beaucoup d'animation. Alors, du coup, tu as grandi justement dans un environnement de design et de création. J'ai vu que ton père était architecte d'intérieur. Est-ce que tu as toujours su que tu allais devenir designer après ce rêve d'enfant de bande dessinée? Comment tu as basculé sur le design? Donc, c'est venu après, quand mon rêve, c'était de faire des bandes dessinées, justement, pour pouvoir raconter des histoires. Alors, j'ai passé par là, je dirais, quand j'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Je me rappelle, je dessinais tout le temps, je dessinais par tous les moyens que j'avais, mais principalement des personnages, des scènes de combat, parfois, ce genre de choses. Et à un certain moment, je commençais à jouer aux jeux vidéo, je commençais à consommer des mangas, des livres, des animations, et j'étais de plus en plus épanoui et impressionné par ce monde-là. Mais au bout de quelques années où enfin, je dessinais tout le temps, du coup, j'ai un peu développé un coup de crayon. Du coup, je me suis mis à faire je me suis mis à faire une vraie bande dessinée. Alors, je me suis dit, bon, je vais essayer d'en créer une. J'en ai commencé beaucoup d'ailleurs que j'ai jamais terminé. Depuis que j'avais 15 ans, je pense. 15 ans, 14 ans. J'avais commencé à faire des bandes dessinées que j'ai jamais terminées. Mais ça m'a appris à faire en fait les décors. Les décors tu vois, quand tu racontes une histoire dans une bande dessinée, tu essaies de faire un décor, une scène, essayer de faire un cheminement entre l'histoire et le personnage et l'endroit où il va partir et tout. Et donc, je me suis retrouvé à faire à m'amuser plus en dessinant tout ce qui est voiture, tout ce qui est les objets que je crée pour mes personnages, pour raconter une histoire, ou même les intérieurs que je crée parfois. Je me suis mis à m'amuser plus en dessinant ça et en créant particulièrement ça qu'en fait raconter l'histoire elle-même. Et donc, je me suis retrouvé à dessiner un tas d'arrière-plan sans vouloir. J'essaie juste de me trouver une excuse pour pouvoir dessiner des plans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc c'est venu comme ça.
Après, j'ai intégré les arts appliqués pour mon baccalauréat. Et c'est là où j'ai découvert en fait un peu la démarche du design de produit. Bon, mon père, il était architecte d'intérieur à la base. Donc, j'avais un peu cette initiation, mais je me suis jamais mis en tête que j'allais faire ça un jour. Bah, d'ailleurs, j'aimais pas l'architecture, tu vois. D'ailleurs, j'aimais pas du tout l'architecture. J'aimais faire, je sais pas, j'aimais l'aspect artistique de la chose. Moi, quand je voyais mon père faire de l'archi d'intérieur et faire ce genre de choses, je voyais beaucoup de plans. Son atelier était rempli de plans, ce genre de choses. Et, euh, et ça, bon, enfin, c'était pas mon truc, quoi. Je n'avais pas envie de me casser la tête à faire des plans. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu n'as pas fait vraiment une école spécialisée d'architecture, mais plus l'Institut national d'art de Tétouan, c'est ça? C'est venu après. En fait, j'ai suivi juste mon instinct. Je j'ai essayé de faire exactement ce que mon cœur me disait de faire. Mais bien sûr, tout en essayant d'atteindre un certain but pour pouvoir, en fait, concrétiser ce que je dessine. Parce que c'est ça, en fait, le but final du design, c'est pouvoir dessiner des choses féeriques, mais pouvoir les réaliser par la suite et pouvoir transmettre cette sensation. Cette sensation de l'objet qui vient être réalisé, qu'on va utiliser par la suite et on va le ressentir par la suite. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours, du coup, après le bac? Donc après le bac, j'étais allé à l'école des beaux-arts de Casablanca. J'étais allé, j'étais plus attiré par la ville que par l'école en fait. Donc je voulais sortir un peu d'Agadir. Bon, j'avais quoi, 18 ans. Du coup, je suis parti aux Beaux-Arts de Casablanca. C'est là où j'ai rencontré plein de personnes passionnées d'architecture intérieure et tout. Mais comment dirais-je, Casablanca m'a un peu chamboulé l'esprit à ce moment-là. Je n'étais pas trop fait pour cette ville à ce moment-là. Donc, tout de suite, je suis parti faire un petit coup d'œil à l'école des beaux-arts, à l'Institut des beaux-arts de Tétouan. Et c'est là où j'ai ressenti cette énergie artistique entre les départements de l'art et le département de design, le département de bande dessinée. Comment ils bossaient en synergie et ils se transmettaient des idées et des concepts. Enfin, quand je suis entré à l'école des Beaux-Arts de Tétouan pour la première fois, j'ai ressenti cette énergie-là de plusieurs corps de métier qui se fusionnaient. Enfin, il y avait une énergie folle, en gros. Donc, du coup, j'ai laissé tomber l'école des Beaux-Arts de Casablanca et je suis allé à Tétouan. Je suis allé à Tétouan et là, c'est là où ça a vraiment commencé mon amour pour le design. Parce que c'est là où j'ai compris qu'en fait, c'était pas juste des formes ou alors juste des lignes. Mais c'était tout un tas de choses qui faisaient que cette chose-là ou cet espace-là ou ce produit-là va faire ressentir en quelque sorte une émotion au client. Donc c'était ça en fait le but, c'est vendre des émotions plus que vendre un bout de plastique ou un bout de bois. Et ça se fait à travers les artisans, à travers la main-d'œuvre qui se fait. Donc, moi, j'ai rencontré plein d'artisans à Tétouan, à la maison de l'artisanat. Donc, c'était là où j'ai vraiment, vraiment fait une autre école, à part les beaux-arts, c'était l'école de l'artisanat. Donc, j'ai rencontré plein d'artisans de corps de métiers différents. C'était des artisans de cuir, des artisans de bois, des artisans de joaillerie, de cuivre, de tapisserie. Enfin, tout était rassemblé dans comment ça s'appelait déjà? Euh, L'ensemble artisanal. Enfin, ils appelaient ça l'ensemble artisanal. C'était un gros bâtiment où il y avait beaucoup de départements et il y avait des artisans de tout genre. Et moi, j'étais tout le temps là. Je passais plus du temps dans cet établissement-là qu'à l'école. Donc c'était comme ça que j'ai un peu compris ce que c'était que vraiment le rôle du design dans la société. Mais après,
ça a bien commencé quand j'ai commencé à rencontrer d'autres designers, notamment Hicham Flou, Younes Durey et d'autres. Et ça s'est fait grâce à un événement qu'on a cofondé avec Hint Khalifi. C'était la Tétouan Design Event. Et c'était là, c'était le premier événement de design à Tétouan. Donc c'était une vraie réussite parce que pour la première fois on organisait un événement. Et comment il est né ce projet d'ailleurs? Comment vous avez décidé de faire naître ce projet? Bah, disons que on était tellement amoureux du design qu'on voulait comprendre davantage. Et donc, la meilleure façon de comprendre le design exactement comme il le fallait, c'est d'inviter des vrais designers confirmés, réputés. Donc, euh, donc, on a essayé de trouver un moyen pour ça. Et aussi pour pouvoir interagir avec ces gens-là, pour pouvoir leur poser certaines questions, parce que beaucoup de gens disent beaucoup de choses, mais il y a quand même des secrets du métier. Il y a toujours une certaine démarche que l'on doit suivre et qui n'est pas nécessairement ouverte au public. Parce que justement, cette démarche, elle change selon le designer. Donc, pour pouvoir se créer une démarche artistique ou conceptuelle, il faudrait pouvoir avoir de l'expérience des autres. Donc, on a créé cet événement et c'était en collaboration avec l'école qui nous a beaucoup soutenus, avec beaucoup de professeurs aussi. Et donc, on a eu beaucoup d'intervenants et de designers dans l'événement. Et ça nous a permis en fait de comprendre un peu plus ce que c'était que le design, notamment à travers des expositions qui ont été organisées lors de l'événement. Bon, il devait y avoir Younes Touré, mais bon, il y avait un petit problème qui a fait qu'il n'est pas venu. Ça me fait des... Là, je te raconte, ça me fait des souvenirs de l'événement. Enfin, Il y a eu qu'une seule édition ou plusieurs éditions? bah, il y a eu une deuxième édition, mais bon, après, c'était l'école qui a organisé. Il y a eu la deuxième édition, je pense, en avril dernier. Oui, c'était en avril Mais 2019, d'ailleurs, à ce c'est ça. moment-là, vous étiez déjà diplômé avec Hint, c'est ça? À ce moment-là, non, on était dans notre dernière année. Oui, d'accord, ok. Donc vous l'avez organisé juste avant la fin de vos études et après la deuxième édition, c'est plus l'école qui s'en est occupée. Ouais, c'est l'école qui s'en est occupée, Et d'ailleurs exactement. là ici, est-ce qu'il devait y avoir une troisième édition de cet événement? À vrai dire, je sais pas trop, parce que c'est bien dommage de le dire, mais on s'occupe plus de l'événement moyen. C'est plus l'école qui s'en occupe en ce moment. C'est plus parce que c'est un peu difficile pour nous Moi, je suis basé à Agadir, donc c'est un peu difficile pour moi de donner tout mon temps à l'événement parce que ça prend énormément de temps, d'énergie. Et aussi, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que nous, je pense, en matière d'événementiel à l'école. Donc, on peut leur faire confiance. Ok. Et aujourd'hui à Agadir, est-ce que tu travailles seul? Tu as ton propre atelier ou tu travailles en collaboration avec ton père ou avec un autre designer? Ça dépend des projets. Parfois, je travaille avec mon père, parfois, je travaille tout seul. Et en ce moment, je crée une entreprise. Et une entreprise localisée chez moi. Du coup, tu te fais un statut auto-entrepreneur ou tu crées vraiment une SARL? Non, c'est une SARL. Donc, oui, justement, pour pouvoir un peu être plus réglo, pouvoir avoir enfin, avoir des possibilités pour d'autres marchés. Donc, je commence à travailler un peu. Donc, bon, là, je suis sur plusieurs projets, mais le malheur, c'est qu'ils sont confidentiels. Je peux rien révéler. Et alors, est-ce que tu peux au moins nous dire quels sont tes types de clients? Bah, de l'hôtellerie, de la restauration, principalement. Principalement d'hôtellerie, de la restauration, peut-être quelques villas. Tu interviens en tant que designer d'objets ou en tant que, on va dire, architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur? Quel est exactement ton statut dans ce genre de projet? J'interviens en tant que designer de produits et d'espace.
C'est-à-dire, grosso modo, je fais, pour certains projets, ça dépend vraiment du client et de ce qu'il est prêt à investir. Parce que si on veut vraiment créer un espace complètement unique, il m'est arrivé de faire des espaces où il y avait rien d'acheté. Mais genre, même pour les tissus, pour les tapis, tout a été fait sur mesure et bien sûr, de façon artisanale, principalement artisanale. Et ça dépend vraiment du client, de ce qu'il est prêt à investir et de l'émotion qu'il veut investir. Parce qu'après, on peut tout acheter, enfin, tout est fait. On a beaucoup aujourd'hui, on a beaucoup de matériaux composites et de choses que tu achètes en sur-mesure. Je veux dire, il y a des salons qui s'achètent en sur-mesure. Je veux dire, tu lui dis, j'ai envie de 2 mètres de canapé, de ce canapé-là, il te le fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on a cette capacité-là au Maroc qui est juste géniale. Et j'ai vu que tu as participé à pas mal d'expositions. Bon, tu as exposé à la Galerie H, à la Casablanca Design Week et même au Morocco in Abu Dhabi. Et comment tu peux dire, comment tu as percé un peu dans le milieu du design? Tu t'es fait remarquer? Alors, ça a commencé avec la Galerie H. Ça a commencé avec la Galerie H principalement parce que c'est une galerie qui appartient à Allmarcom, le groupe Allmarcom, et c'est un mécénat qui justement permet en fait de faire produire tes idées. Moi, à ce moment-là, j'avais un carnet, un bloc de dessin où j'avais créé tellement de produits que je ne pensais pas un jour les réaliser, mais je les faisais juste parce que ça me plaisait. C'était des choses inspirées le canapé thorax, par exemple, il était inspiré de Zevaco, euh, Jean-François Zevaco, l'architecte. Et des choses que j'avais dessinées pendant que j'étais au café ou des choses que j'avais dessinées il y a longtemps. Mais après, un jour, il y avait la Galerie H qui m'a proposé est-ce que tu veux enfin, qu'on te finance pour réaliser ça, pour que tu puisses les exposer. Et moi, j'étais hyper content, surtout que j'étais encore étudiant. Enfin, j'étais encore, je pense, en troisième année. au- Beaux-Arts. Et, ça, c'était ma toute première ma toute première expérience de réalisation, de réaliser mes projets de A à Z avec une démarche de design, etc. J'avais ça en tête, c'est-à-dire de manière théorique, mais j'avais jamais vraiment passé à pratique. Du coup, c'était vraiment un défi pour moi. Ok. Et ça a été réalisé par des artisans ou ça a été industrialisé? Non, ça a été réalisé par des artisans. Le, le budget, il permettait pas d'industrialiser quelque chose, mais moi, comme je t'avais dit tout à l'heure, je vivais dans une, dans une sorte de bâtiment artisanal. Je passais la majorité de mon temps, il y avait même une cafétéria où je prenais mon café la majorité des moments. Et donc, j'étais un peu dans le bain de l'artisanat de l'Assemblée. Du coup, quand j'ai eu ce projet, je savais automatiquement comment j'allais le réaliser parce qu'à la base, j'ai beau dessiner des choses, quand je les dessine, je perçois en fait comment ça va être créé, ça va être réalisé, les possibilités, les matériaux, ce genre de choses. Donc, c'était pas vraiment en soi un problème. Je savais déjà comment ça allait se passer. Et donc, dès que j'ai pu avoir mon avance, j'ai commencé à réaliser le truc. Et le 12 novembre, je pense, le 12 ou le 13 novembre, et c'était l'ouverture de l'exposition. Et là, j'avais rien compris. Enfin, c'était la première fois où je vivais ça, que les gens, ils félicitaient mon travail, que je voyais moi-même mon travail réalisé, des choses que j'avais juste dessinées, jetées. Là, ils sont réalisés, ils sont vivants. Et c'est avec ces mêmes objets c'est les mêmes que tu as exposés à la Casablanca Design Week et au Morocco in Abu Dhabi, c'est ça?
Exactement, oui. Après, il y a eu la Casablanca Design Week et le Morocco et Abu Dhabi qui m'ont demandé est-ce que je peux les exposer là-bas pour présenter le design au Maroc. Donc on peut dire que la Galerie H a été un vrai boost pour ta carrière. Oui, exactement, c'est ça. Parce que voilà, on n'a pas, en tant que designer, on travaille surtout avec des clients. Rarement on va investir de l'argent pour faire des prototypes de choses dont on n'est pas réellement sûr. C'est ce que je veux dire. Je pense qu'un designer, il sera jamais sûr d'un produit. L'employeur ou le constructeur ou le fabricant qui va dire tu me fais cette chaise parce que je suis sûr que je peux la vendre. Mais moi, en tant que designer, si j'ai même si c'est le best-seller des chaises, je pense pas que je vais investir dedans parce que tout simplement, j'ai pas cette notion commerciale. Ouais, donc en fait, en tant que designer aujourd'hui, tu fais en fonction de ce que, bah, finalement, de tes clients, quoi. T'as pas la vision commerciale pour te dire, OK, j'ai dessiné cette chaise, je vais mettre de l'argent dedans et je vais essayer de la mettre sur le marché, c'est ça? Exactement, je pense pas que je suis le mieux qualifié pour dire ça. Du coup, alors justement, tu parlais un peu qu'un designer, c'est aussi vendre des émotions. J'aimerais bien que tu nous donnes ta définition de designer. Le designer, ça dépend en fait. On entend beaucoup ce mot dernièrement. Donc, Exactement. euh, moi, je pense, ce que je me qualifie, je vais dire, je vais pas, C'est ça, je vais c'est pas ta dire propre des définition. Donc, le designer, je pense que c'est quelqu'un qui va vendre une émotion pour que ce soit un espace ou un produit ou un objet, ou des lunettes, une montre, peu importe. C'est la personne qui va vendre une émotion à travers ce qu'il va concevoir. Mais après, le design, ce n'est pas juste ça. C'est aussi la démarche par laquelle passe le design. C'est-à-dire, euh, on a plusieurs types de design. C'est-à-dire, on a le design produit, certes, mais on a aussi le design industriel. Et c'est pas la même méthodologie de travail. C'est pas le même, c'est pas la même logique. Mais il y a un point commun, c'est le concept global de chaque chose. Donc, si on veut concevoir un espace, il faut déjà prévoir ce qu'on veut que le client ou plutôt l'utilisateur va ressentir. Et on va essayer de concevoir un concept qui va toucher le consommateur à travers plusieurs choses, à travers les formes, à travers l'esthétique, à travers des choses locaux, des traditions, beaucoup de choses. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi pour pouvoir élaborer un concept qui va par la suite nous servir à élaborer des formes et des couleurs et des matériaux. Ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu as un style en tant que designer? Donc on se dit, Yassine Hemichen, oui, il a un style particulier aujourd'hui où tu es encore en train de te construire. Honnêtement, j'ai pas envie de me carrer dans un style. J'ai pas envie qu'on me dise ça c'est toi et pas autre chose. Donc, mais je pense j'ai une démarche particulière. Je pense que c'est ça qui va définir si j'ai un style ou pas. C'est justement que je m'inspire un peu des gens, de l'architecture principalement. Je m'inspire de l'architecture pour concevoir mes choses, mes produits, mes espaces. Mais quand je dis l'architecture, c'est plus le sens constructiviste de la chose. C'est-à-dire, j'aime beaucoup plus quand je laisse apparaître les structures, j'aime beaucoup plus quand je laisse les matériaux dans leur état brut. Euh, et j'aime un peu inverser les éléments. Mais après, ça, c'est une logique. Ça peut être établi sur de l'espace comme pour du produit. Et justement, j'allais en venir, quelles sont tes étapes de création? Donc comment tu débutes un projet, enfin comment tu crées? Quelles sont tes étapes? Bah, ça dépend. En fait, par exemple, pour un espace, la première chose par laquelle je commence, je fais un mood board. C'est une espèce de tableau où je rassemble beaucoup d'images, justement, juste pour pouvoir cerner un peu la vision du client. Pour que je puisse, parce qu'à partir du moment où j'aurai la vision du client, je saurai quoi faire par la suite. Est-ce que je peux rêver comme je le souhaite ou pas? Si le client va me balancer 36 000 images et ils sont tous différentes les unes des autres, je pense pas que
je dois travailler là-dessus justement jusqu'à ce que je puisse cerner en fait le style exact que le client souhaite. Puis après, apporter ma créativité et peut-être le convaincre de laisser tomber si je suis pas d'accord. Donc, Ah oui, ok. C'est une sorte de débat, quoi. oui, c'est un débat pour le style parce qu'en même temps, c'est un peu mon projet. Donc, je veux au maximum atteindre. Si c'est un restaurant, par exemple, c'est pas son goût que je dois respecter, mais plus le goût des visiteurs et des clients. Oui, 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 je comprends. Si c'est chez lui, d'accord, c'est chez lui. Mais si c'est un restaurant, un hôtel, ça doit vraiment se conformer par rapport à l'espace, par rapport à la zone où c'est-à-dire, il faut que ce soit local, il faut que ce soit issu de cet endroit. Il faut aussi que ça puisse refléter un certain confort pour les visiteurs. Est-ce que tu es plus, enfin, tu préfères l'étape donc justement de cet échange avec le client, essayer de le comprendre. Est-ce que tu préfères plus l'étape où tu commences à dessiner? Est-ce que tu préfères l'étape de réalisation finale où tu vois vraiment les objets que tu as imaginés? Quels sont vraiment, quelle est l'étape que tu préfères le plus quand tu es en création? Je pense que chaque étape a sa particularité. Je veux dire, quand on est en train de se chercher au début, bah, c'est d'autant plus jouissant parce que tu t'imagines un tas de trucs, parfois qui sont pas réalisables, mais tu t'imagines aussi. Donc, après, vu que dès que ça commence à être cerné, bien sûr, c'est un autre défi. Il faudrait pouvoir visualiser ça sur du papier, sur de la 3D, des images, pour que je puisse un peu voir ce que ça va donner vers la fin. Puis après, la jouissance ultime, c'est bien sûr quand tout est réalisé exactement comme tu l'avais prévu. Et sur, on va dire sur tous les projets que tu as faits et sur tous les modèles que tu as créés, s'il fallait en retenir qu'un seul, ce serait lequel? Euh, je pense pas que je puisse choisir. Ah, Euh, je pense que j'ai pas encore réalisé le projet que, ah, que je dirais, que je qualifierais comme mon meilleur projet. d'accord. Donc, pour l'instant, tous mes projets sont un peu au même niveau. Ok, ok. Donc en soi, pour l'instant, il n'y a pas encore celui qui se détache, celui où tu te dis, oui, ça, c'est un projet qui me qualifie. Exactement, c'est ça, ouais. D'accord. Mais ça va venir dans pas longtemps. Ah, bien. Là, en ce moment, je travaille sur un projet pendant beaucoup de temps Ouais. et c'est quelque chose bah, c'est quelque chose que j'ai travaillé vraiment dans le plan conceptuel comme dans le plan technique, D'accord. bien à fond. Donc là, j'espère que ça va être Ton ce meilleur que tu viens de projet. dire. C'est-à-dire mon projet préféré. Ok, j'ai hâte de voir ça. Et quels sont tes matériaux de prédilection? Est-ce que tu travailles avec des matériaux plus que d'autres quand tu entames des projets? Moi, je dirais que je travaille plus avec du bois qu'autre chose. En fait, je suis retrouvé en plein dedans. Après, j'ai pas pu me C'est détacher. vrai? C'était pas moi qui l'a choisi, c'est le bois qui m'a choisi. Donc, Et du coup, d'ailleurs, est-ce que tu as des projets plus à conscience écologique et durable? Est-ce que tu essayes d'être dans cette démarche d'écologie et de durabilité? j'essaie. Enfin, la durabilité, ça, c'est sûr. Faut que, quand tu réalises un truc, faut au moins que ça soit durable. Après, l'écologie, ça dépend parce que parfois tu retrouves des clients qui veulent pas forcément des trucs, des trucs écologiques. Mais après, ma démarche, elle tend plus vers ça. Étant donné que je travaille plus avec des matériaux de ce genre. C'est-à-dire, je travaille avec du bois, du métal, parfois du bioplastique, du cuir, enfin, principalement des choses qui peuvent être faites en artisanat. Oui, justement, parce qu'il y a une certaine, ça apporte beaucoup d'authenticité aux objets. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver avec des méthodes industrielles. Ça valorise beaucoup le travail et ça fait ça rend authentique les choses. Je veux dire, rien que dans le toucher, c'est différent. Ouais, c'est clair. Et comment tu nourris ta créativité au quotidien? Ben, à travers un tas de trucs, je lis toujours des mangas, je suis un gros accro de mangas. Je lis toujours des mangas, je regarde des films, enfin, j'essaie de lire un maximum, même si je suis pas un grand lecteur.
j'essaie de lire un maximum. Et après, je veux dire, l'inspiration pour le design, ça vient de tout un tas de choses. C'est pas forcément d'après des designers. Ça peut venir d'une culture, quand, rien quand tu regardes un documentaire sur la télé, on peut juste à travers une culture quelconque dans un autre bout du globe, leur manière de vivre, ça peut apporter une inspiration pour de nouvelles choses un nouveau mode de vie qu'on pourrait intégrer dans notre société. Je veux dire, un peu comme ce qui se passe au désert, enfin, au Sahara. Un peu le mode de vie qui est là-bas, c'est complètement différent de ce qu'on a ici. Je veux dire, l'aménagement et le mobilier qui va avec, il est tout autant adapté à ses besoins. Et est-ce que tu as une personne qui t'inspire en particulier ou plusieurs? Bah, Jean-François Zévaco et André Tasman. Enfin, c'est des gens qui ont travaillé à Agadir, dans ma ville natale. Donc. Et ils ont fait l'immeuble A. Je ne sais pas si tu connais, c'est un immeuble ici à Agadir que j'admire beaucoup. Je me pose souvent devant. C'est très imposant. Je pense que c'est parmi les choses qui restent dans l'esprit quand on vient à Agadir. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as un coup de cœur esthétique, une œuvre ou un lieu qui t'a marqué? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Je dirais, je dirais, franchement, je n'ai pas vraiment de ce ressenti vers bon, en tout cas, pas encore. Mais ce que je dirais, c'est que cet immeuble A, il m'a ouvert beaucoup de portes à travers les concepts qu'il m'a pu offrir. Et comment tu gères tes périodes de manque de créativité? Ça, c'est un vrai souci. Ça, c'est un vrai souci. Je sais pas trop. Je sais pas. Parfois, je vais faire autre chose parce que je peux pas rester. Donc, je vais aller faire autre chose. Et après, parfois, quand je reviens, ça, ça revient tout seul. Mais après, des fois, je reste pendant plusieurs jours et j'ai même pas, je sais même pas quoi faire, quoi. Je sais pas par où commencer. Et c'est ça le plus gros problème. Donc, ce que je fais, c'est aller voir les travaux des autres. Je vais voir les travaux des autres, pas dans le métier, mais en graphisme, en art, en, en peinture, en sculpture. Et là, ça peut alimenter un peu ma démarche. Faut pas que je vois des choses pour m'inspirer. Genre, j'ai envie de faire une table, je vais pas aller voir des tables. Je dois aller voir tout sauf une table. Donc, sinon, je vais me retrouver à faire des choses qui ont déjà été faites et c'est parce que Est-ce que tu collabores justement avec d'autres corps de métier? On a parlé des artisans, mais est-ce que tu collabores avec des artistes, des graphic designers? C'est-à-dire quand tu entames un projet, quels sont les corps de métier avec lesquels tu travailles? bah, ça dépend en fait. Vraiment, ça dépend. Mais je pense que je touche à tous les corps de métier. Je travaille parfois avec des architectes, avec, avec des menuisiers, des artisans de cuir, des artisans de cuivre, du verre, du placoplâtre, quoi d'autre, de l'aluminium, du métal, de la paille, de la charpenterie, enfin tout. Je pense que je touche à tout. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de créer. Et du coup, tu as parlé un peu de ton amour justement avec, enfin, de l'artisanat. Tu travailles beaucoup avec les artisans. Comment on peut qualifier ton rapport avec l'artisanat aujourd'hui? Mon rapport avec l'artisan, c'est plus dans le sens où ça me permet en fait de créer les choses exactement comme je le souhaite. Parce que on a tendance à dire que bon, l'artisanat ne permet pas beaucoup de choses, mais en fait, elle permet beaucoup de choses qu'on ne souhaite pas nécessairement. C'est-à-dire ces imperfections-là, cette authenticité-là, le fait que cette pièce ne va jamais ressembler à cette pièce-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas produire
avec des calculs, mais l'artisan, il peut le produire sans que tu lui demandes, en fin de compte. Donc, ça, c'est l'approche de l'artisanat que j'aime le plus, dont j'aime le plus dans l'artisanat. Et du coup, là, on a pas mal parlé de l'artisanat, mais comment se porte le secteur du design au Maroc? Je pense que c'est un secteur en expansion, il est en évolution. Bon, ben, je veux dire, c'est pas quelque chose qui se comprend encore par toute la société marocaine, mais je pense que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de la valeur. On comprend de plus en plus la nécessité du design dans une société, dans un business, pour l'économie, et on comprend un peu l'impact qu'a le design sur le consommateur ou le client. Et donc, c'est quelque chose, je pense que au fur et à mesure, on essaie de plus de lui donner sa chance. Enfin, je veux dire, en France ou ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est déjà compris et qui est mis à l'épreuve depuis un bon bout de temps. Au Maroc, c'est que je pense que c'est quelques années, c'est une dizaine d'années que des établissements commencent réellement à s'intéresser au design et à investir dans le design. Et bien sûr, il fait ses preuves parce que c'est un levier économique très important. Partout dans le monde, il y a beaucoup d'entreprises qui en ont fait la preuve, notamment l'exemple le plus célèbre, c'est Apple. Donc, c'est évident que le design, c'est un levier économique qu'on devrait beaucoup plus étudier déjà, parce que c'est bien dommage qu'il y a très peu d'écoles. Il y a une seule école et encore, faut continuer après. Donc, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas d'école pour initier au design et au design management. Mais après, le design, c'est vraiment un métier, ça fait partie des leviers économiques qu'on pourrait investir et pouvoir faire des profits au final, tu vois. Et pour toi, comment peut-on démocratiser ce design, justement? Est-ce qu'il faut inculquer une culture de design, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, dans les écoles, essayer d'introduire cette notion de design dans l'éducation pour que les gens arrivent à mieux l'appréhender et du coup qu'on arrive à vraiment démocratiser tout ça? Oui, je pense que c'est exactement ça. Faut déjà qu'on sache que ça existe pour quelqu'un. Enfin, je pense dès la naissance, même dès la naissance. Je pense je pense, pendant la phase primaire ou peu importe. Enfin, faut juste avoir une certaine culture sur ce qu'on utilise en fin de compte, sur cette table, la chaise, l'ordinateur, tes lunettes, tout ce que. Faudrait juste qu'on sache que là, ça a été créé, ça a été pensé et créé par d'autres personnes pour que tu puisses l'utiliser. Du coup, on devrait se poser 2 minutes et se poser la question comment est-ce que ces choses-là ont été créées et comment ça se fait que c'est aussi pratique. Et aussi moins cher aussi, parce qu'on retrouve des briquets ultra compliqués à fabriquer, mais qui coûtent 1 dirham. Donc ça, c'est des choses qu'on devrait pouvoir apprendre juste comme culture. Et ça, je pense que ça va pousser des gens qui vont être beaucoup plus intéressés par ça, de pouvoir continuer leurs études et s'approfondir dans le domaine. Je pense que s'il n'y a pas beaucoup de designers au Maroc, c'est juste parce que le design n'est pas aussi connu. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Parce que notamment, tu vois, c'est comme notre objet quotidien qui est le mchta. Je pense que le mchta diétésie, il y a un bon pourcentage de Marocains qui ne conçoivent pas que cet objet, à la base, est un objet de design qui s'est transformé, enfin, qui s'est démocratisé et qui est devenu un objet enfin, facilement trouvable sur le marché, que tout le monde utilise dans le quotidien. Mais puisque les gens n'ont pas été inculqués sur ça et n'ont pas eu cette histoire, enfin, on ne raconte pas les objets, malheureusement. Ça. Si on arrive à C'est ça. raconter les objets, je pense que le design serait même un truc de tous les jours. Les gens seront plus conscients de ce qu'ils consomment et pourquoi l'objet a été créé, fait, etc. C'est ça, exactement. Ils auront leur mot à dire là-dessus. Oui, voilà. Justement, parce qu'on a parlé d'artisanat, on a parlé de design, on en vient à cette histoire de production en série et d'authenticité, donc du produit unique.
est-ce que justement pour toi la production en série n'est possible qu'avec l'industrialisation ou elle est réalisable avec l'artisanat qu'on a aujourd'hui au Maroc? Bah, ça se fait déjà la production en série en artisanat. C'est quelque chose qui se fait tous les jours. Je veux dire, il y a des sacs. Je me rappelle, il y a un artisan de cuir que j'aimais beaucoup. C'était un ami à moi. Et, et il prenait des sacs Louis Vuitton, il les reproduisait et le faisait en série. Ça a marché de fou parce que je veux dire que les sacs, c'est presque identique. Et en plus, c'est avec du vrai cuir et tout et tout. Et je pense que ça, c'est de l'industrialisant. Il est en train de faire exactement ce que fait Louis Vuitton, mais dans son atelier. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose qu'il fait déjà. En fait, on dit que on arrivera justement à démocratiser le design. Et donc, pour démocratiser le design, c'est le produire en série. Pour le produire en série, il faut l'industrialiser. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un autre cercle? C'est-à-dire juste avec l'artisanat, comme tu disais tout à l'heure, on arrive à produire en série et à démocratiser un design. Bah, on ne pourra pas produire en série de la manière industrielle. Je veux dire, l'industrie, elle produit dans des nombres illimités. Exactement. Euh, Oui. L'artisanat, il ne pourra jamais faire ça. Donc, il y aura. Faut dire que cette authenticité-là et cet aspect unique, il est là, il est là présent, peu importe le nombre d'exemplaires que tu vas faire. Le premier exemplaire, il sera jamais le même que le deuxième, et il sera jamais le même que le troisième. Contrairement à l'industrie, c'est la démarche qui a été faite. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Il y a des ingénieurs, des architectes, il y a des designers, il y a vraiment beaucoup de corps de métier qui vont travailler là-dessus pour pouvoir préciser une continuité de réalisation pour que l'objet final il soit identique au deuxième, au troisième, au 120e et au millième. Mais l'artisanat, elle ne pourra jamais faire ça. C'est justement ça, c'est justement ça la différence entre l'artisanat et l'industrie, parce que si l'artisan va travailler comme une machine, je pense pas qu'il aura la même authenticité au final. Mais alors justement, pour l'authenticité, entièrement d'accord. Mais par contre, pour le prix, parce que l'industrialisation, c'est ce qui fait que le prix, effectivement, est moins cher. Enfin, ça dépend du produit, hein. L'industrie, elle réduit le prix à un point, comme un point anormal. C'est quelque chose que l'humain ne peut pas faire. Tu vois, ce qui réduit le prix de l'industrie, c'est plus le matériau, la méthode dont elle est faite et l'assistance des machines. L'artisanat, il a pas tous, je veux dire, il passe au minimum, il va passer 20 minutes, 30 minutes pour assembler un sac. Ça, c'est pour les gens qui sont ultra rapides. Je pense que le design, enfin, je pense que le design peut, en quelque sorte, rassembler entre l'industrie et l'artisanat, mais, mais ça reste encore un peu difficile parce que ça doit être travaillé au fil de. Enfin, faut faire des essais, quoi. Faut voir ce que ça va donner pour. Parce que c'est vrai que chaque designer et même chaque architecte a souvent ses artisans de prédilection, parce qu'il a l'habitude de travailler avec eux et donc ils se comprennent mutuellement. Mais c'est plus difficile en fait de recruter des artisans dans un nouveau projet de design parce que il y a, je sais pas, est-ce qu'on peut parler d'un conflit générationnel, d'un conflit de créativité? Pas nécessairement de créativité, mais parfois générationnel, oui. Mais ça dépend. Au fil de l'expérience, on commence à définir en fait ce qui est bon et qui est pas bon pour notre projet. Donc, après, on se forme une équipe en quelque sorte. Au bout d'un certain moment, tu vas voir que tu as beaucoup de gens avec qui tu travailles à chaque fois quand tu as besoin d'eux. Et donc, la compréhension est toujours faite. Parfois, tu n'as même pas besoin d'expliquer. Ils savent déjà ta manière de travailler. Donc, ça, c'est quelque chose qui se construit.
Mais ça, c'est entre artisans, entreprises, pas forcément juste des artisans. Un artisan peut travailler avec une entreprise sous ta supervision, par exemple. Et au final, on travaille tous ensemble. C'est un travail d'équipe. Et donc, on est obligé de se comprendre tous mutuellement. J'allais te poser une question, mais je pense que je connais déjà la réponse. Peux-tu partager avec nous un projet en cours? Est-ce que tu peux parler au moins du secteur, peut-être? C'est dans l'hôtellerie. C'est dans l'hôtellerie, c'est Fasmer, c'est réalisé de A à Z. Quand tu dis de A à Z, donc en fait, tu vas concevoir aussi le mobilier à l'intérieur, c'est ça? Oui, le mobilier à l'intérieur, les lampes, tout, absolument tout. Genre, de moindres détails, même le zlèche. Trop bien. Ouais, ça sera le projet de Yacine à suivre, parce que ce sera peut-être son projet préféré. Donc il faut qu'on te suive là-dessus. Est-ce que tu as une adresse marocaine à nous conseiller ou à partager avec nous, notamment peut-être un lieu à Agadir que tu aimes bien, où tu aimes bien passer du temps, un lieu qui t'inspire, un lieu à visiter? Euh, Il y a la Médina. La Médina, enfin, j'aime beaucoup les Médinas. Même quand j'étais à Tétouan, je passais beaucoup de temps à la Médina. C'est pas parce que particulièrement c'est étroit, mais c'est parce il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de vie dans les Médinas. Il y a un autre mode de vie qu'on n'a pas en ville. Et si je dois vous conseiller un endroit à Agadir, ce serait je sais pas, moi j'aime beaucoup Agadir, mais j'ai pas vraiment des lieux précis. Il y a certainement une adresse que tu fréquentes plus que d'autres. Ouais, c'est clair. Moi, je fréquente plus Sonaba. Je sais pas si vous connaissez. C'est Hada. C'est à côté de l'école où j'étais quand j'étais petit. Et, c'est là où je passe la majorité de mon temps, mais particulièrement l'endroit où j'aime plus passer du temps, c'est devant l'immeuble A, justement. Il y a un joli café juste devant. Et ça me fait sentir un peu, il y a une ambiance un peu dans cet endroit, il y a un peu une ambiance de Los Angeles. Un peu, c'est hyper calme et hyper cosy, mais c'est vraiment ouvert, c'est totalement ouvert, il y a des gens qui passent et tout, mais c'est très calme. On arrive à la fin de ce podcast et je te pose la question que je pose à tous mes invités. Quel serait le message que tu aimerais adresser aux jeunes créatifs marocains qui souhaitent emprunter la voie du design? Renseignez-vous. Faudrait déjà commencer à savoir ce que c'est que le design avant d'entamer un métier de design. Parce que le métier de design, il est vraiment très vaste. On a du design industriel, du design de produits, d'espace, intérieur, de graphisme, enfin, de design graphique. Et on confond toujours avec, enfin, par exemple, le design graphique, on confond souvent avec des infographistes, parce que le graphiste et les infographistes, c'est deux choses différentes. Enfin, je pense que Zara Septi a dû vous en parler, donc. Oui, c'est vrai, elle a très bien abordé ce sujet. Donc, bah, ce que j'ai à dire, c'est vraiment se renseigner sur la démarche, parce que le design, c'est avant tout la démarche du travail pour pouvoir atteindre un résultat concret et qui, au final, aboutit aux attentions, c'est-à-dire faire sentir de l'émotion, il faut que ce soit pratique et durable. Et puis, qu'est-ce que je dirais d'autre essayer faut que... Moi, j'ai un truc, je sais pas, beaucoup de gens sont pas d'accord avec moi, mais je pense que le design, c'est un peu de l'art. Du coup, à chaque fois quand je veux travailler quelque chose, peu importe le projet, j'essaie avant tout de concevoir une sorte de concept qui est de concept à travers le mood board dont je t'ai parlé, à travers le mood board que j'ai dû concevoir avec le client. Donc, j'essaie de définir ses attentes, j'essaie de concevoir un concept par rapport à l'endroit où ça se situe, à l'utilité que ça va avoir, etc. Puis, à partir de ce concept-là, j'essaie de transmettre une petite histoire, une petite émotion à travers ce que je vais créer.
Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte dans la démarche créative, que ce soit dans le design ou dans le graphisme. Et, euh, et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. Et la dernière question, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast? Connaître un peu plus son parcours, son histoire. Euh, Marocaine. C'est un podcast qui s'appelle Designer Marocain. Africaine. J'aurais dit africain, mais d'accord. Donc, africain, moi, j'aurais aimé avoir un podcast de Cheikh Diallo. C'est quelqu'un qui m'intéresse particulièrement de par sa démarche, justement. Après, pour Marocain, je dirais. Hicham Habib, je pense il a dernièrement un très bel documentaire, si je peux dire, mais une vraie vidéo de son parcours de 52 minutes, je pense, D'accord. qui est sur Média 1 TV. C'est très très intéressant. Oui, c'est vrai qu'il l'avait diffusé sur son Instagram. Je pense que c'est la première fois qu'on fait ça pour un designer. Un truc de 52 minutes, quand même, c'est limite un documentaire. Ah, Hicham Hello, pour moi, je devrais passer avec lui 2 heures en podcast pour qu'il m'explique comment il a fait son parcours, comment il a réussi sa notoriété internationale, comment il arrive aujourd'hui à produire des objets. Justement, d'abord, enfin, il y a des objets de lui, plus tout le travail qu'il fait avec d'autres clients. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui arrive on arrive à déterminer des objets de Hicham Hello, tu vois. Et, Ouais, ouais, ouais. et Parce juste, qu'il a, il a beaucoup édité avec des marques de renommée. Et les marques, je pense qu'ils essaient d'obtenir un peu un style surtout les marques qui essaient de mettre en avant les designers. Ils veulent vraiment déterminer un style pour pouvoir faire des éditions de produits signés. Et ça, c'est quelque chose qui booste un peu le style de la personne. ouais, c'est ça. C'est là où tu te retrouves. C'est un peu comme des artistes qui font des œuvres d'art. Et à force d'être sollicité pour cette œuvre particulière, tu te mets à en faire d'autres dans le même style. C'est ça. Tu vois ce que Finalement, pour un designer, tu commences à avoir une démarche d'artiste, quoi. je pense qu'il y a, le design, c'est un art, un peu comme l'architecture. C'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Bah, qu'on le veuille ou non, c'est dans l'histoire, la création en tout genre, c'est de l'art. De l'architecture, ça a toujours été de l'art et ça va le rester parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on essaie de diviser un peu les métiers, on essaie à l'époque, les sculpteurs, ils faisaient de l'architecture, les peintres, de la sculpture. Aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui qu'on a commencé à définir un peu, de détacher un peu les métiers. Même le design, on retrouve 36 000 branches de design. Et je pense que la chose qui va relier tout ça, c'est vraiment la démarche artistique qui va. C'est la seule chose c'est la seule chose de plus qu'on peut offrir. Parce que sinon, bah, tout a été déjà fait. Je veux dire, on n'a pas besoin davantage de chaises. Il y en a déjà pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, les gens continuent à s'acheter des chaises, effectivement, parce que ça a un certain design particulier. Le design scandinave, c'est hallucinant comment il a eu une notoriété folle ces dernières années. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il te fait ressentir une certaine émotion. C'est réchauffant, c'est accueillant. Donc, automatiquement, on a cette envie d'appartenir à cet endroit-là. Ouais. Et est-ce qu'on arrivera un jour à se dire qu'il y a un design signé marocain? Bah oui, parce que faut, faut partir sur une démarche pour pouvoir exporter la culture. Donc, on va essayer je pense que ça a été déjà fait au niveau des salons, parce qu'à partir du moment où on a commencé à un peu moderniser les salons marocains, bah c'était un vrai succès en Europe. Parce que voilà, on peut pas trop se permettre un salon marocain parce que ça demande beaucoup d'espace et c'est pas trop dans la culture européenne. Mais
converti ça en canapé avec un peu un mode de vie européen, bah, ça a automatiquement eu un succès parce qu'il y a toujours eu cette admiration pour l'artisanat marocain et le style de vie marocain, mais on ne peut pas trop l'adapter dans le style de vie européen. Donc, à partir du moment où tu proposes des choses adaptées à ton style de vie, automatiquement, ça va marcher. Ça marchait particulièrement pour les sacs et pour les tapis. Oui. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de tapis marocains un peu partout dans le monde, dans toutes les maisons. C'est même fou comme... Tu sais, n'importe qui vient en vacances au Maroc est devenu exportateur de tapis. C'est hallucinant. Bah, voilà. En tout cas, merci beaucoup Yacine. C'était un échange très, très, très intéressant. Merci à toi. J'ai adoré échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis... Ça m'a beaucoup fait plaisir. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designermarocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.